La soirée de Noël du cabinet d'avocats donnait l'impression que quelqu'un avait vomi des guirlandes et de bonnes intentions dans toute la salle de bal de l'hôtel. J'étais au bar, à mon 3e whisky, et je regardais Vanessa, ma femme, faire le tour de la pièce comme si elle lui appartenait. Ce qui, connaissant son ambition, était probablement ce qu'elle pensait qu'il arriverait un jour. Super. Nick, le barman, était un gamin qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Bienvenue au club, pensais-je. Double la dose. J'ai comme l'impression que je vais en avoir besoin. Vanessa se faufilait entre les groupes d'avocats dans leur costume hors de prix, sa robe rouge accrochant la lumière juste comme il faut. Elle avait passé 2 heures à se préparer, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Après 12 ans de mariage, je connaissais ses routines. 2 heures signifiaient qu'elle s'habillait pour quelqu'un de précis. Ce quelqu'un passa la porte à exactement 20h30. Greg Porter, associé principal, gendre idéal. Le genre de type qui se faisait probablement blanchir les dents professionnellement 2 fois par mois. Il parcourut la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent Vanessa, et le sourire qui s'étala sur son visage me retourna l'estomac. Je les regardais se rapprocher comme des aimants. Poignée de main professionnelle, conversation polie. Rien qui puisse attirer l'attention. Mais j'étais marié depuis assez longtemps pour reconnaître les signes. La façon dont elle touchait ses cheveux quand elle riait, la façon dont il se penchait un peu trop près quand il parlait. L'orchestre commença à jouer quelque chose de lent et de romantique. Bien sûr, ils dansèrent. Greg tendit la main à Vanessa. Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, ses yeux me zappant complètement, puis elle acquiesça. Je commandai un autre verre et regardai ma femme danser avec un autre homme. Ils bougeaient ensemble comme s'ils avaient déjà fait ça avant. Souvent avant. On dirait que quelqu'un t'a volé ton chiot. Gilles Martinez, la meilleure amie de Vanessa au RH, apparut à côté de moi. Elle était déjà pompette, à en juger par son léger balancement. Je profite du spectacle, dis-je, sans quitter la piste de danse des yeux. Gilles suivit mon regard, et son expression se fit légèrement plus sobre. Nick, épargne-moi ça. Je finis mon verre et fis signe pour en avoir un autre. On sait tous les deux ce qu'on regarde. La chanson se termina, mais Greg et Vanessa ne se séparèrent pas immédiatement. Ils restèrent proches, parlant à voix basse. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais je n'en avais pas besoin. Leur langage corporel racontait toute l'histoire. Puis j'attrapai un fragment de leur conversation alors qu'ils passaient près du bar. « Tu as réservé la chambre ?» La voix de Vanessa n'était qu'un murmure. « Oui. 322. » La réponse de Greg était tout aussi discrète. Mon sang se glaça. Chambre 322. Ils avaient une chambre d'hôtel ce soir, mais le pire restait à venir. J'ai déjà glissé quelque chose dans son verre. Vanessa continua, jetant un coup d'œil dans ma direction. Dans 20 minutes, il sera KO. Le verre dans ma main devint soudain incroyablement lourd. Je baissai les yeux sur mon whisky, les glaçons flottant innocemment à la surface. Quand l'avais-je laissé sans surveillance pour la dernière fois? Quand j'étais allé aux toilettes il y a 10 minutes. Ma femme m'avait drogué. La pièce se mit à tourner, mais pas à cause de ce qu'elle avait mis dans mon verre. À cause d'une rage pure et dure. 12 ans de mariage, et c'était comme ça qu'elle voulait en finir? En me mettant KO pour pouvoir baiser son patron dans une chambre d'hôtel. Il me restait peut-être 15 minutes avant que ce qu'elle m'avait donné ne fasse effet. Réfléchis, Nick. Réfléchis vite. Je trébuchai légèrement en me dirigeant vers les toilettes, m'assurant que Vanessa me voit dans le miroir. Je m'entraînais à avoir l'air somnolé et désorienté. Ce n'était pas difficile. La trahison me frappait comme un coup physique. Quand je suis retourné à la fête, j'ai fait en sorte de tituber. Vanessa me regardait de l'autre bout de la pièce, son expression un parfait masque d'inquiétude conjugale. « Ça va, chérie ?» demanda-t-elle, apparaissant à mes côtés avec un timing parfait. Juste fatigué, marmonnai-je, laissant mes mots traîner légèrement. Peut-être que je devrais m'asseoir. Bonne idée. Elle me guida vers un canapé dans un coin tranquille de la salle de bal. Tu te reposes. Je viendrai te voir dans un petit moment. Je laissai mes yeux se fermer, mais les garder ouverts juste assez pour observer entre mes cils. Vanessa attendit exactement 3 minutes avant de retourner vers Greg. Ils échangèrent un regard, et il acquiesça.
Je vais sortir prendre l'air, annonça Greg au groupe avec lequel il parlait. Je reviens dans quelques minutes. Vanessa attendit encore 2 minutes avant de le suivre dehors. Je comptais jusqu'à 60, puis me forçai à me lever sur des jambes chancelantes. Quelques personnes jetèrent un coup d'œil dans ma direction, mais personne n'essaya de m'arrêter alors que je me dirigeais vers l'ascenseur. Le hall de l'hôtel était presque vide. Je trouvai une chaise avec une vue dégagée sur le groupe d'ascenseurs et m'installai pour attendre. Mon téléphone était déjà en train d'enregistrer quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et que ma femme sortit, suivie 30 secondes plus tard par Greg Porter. Ils ne se touchèrent pas, ne se regardèrent même pas, mais ils se dirigèrent tous les deux vers le même ascenseur, montant à la chambre 322. Je suis resté assis sur ce fauteuil du hall pendant exactement 1 heure, mon téléphone enregistrant tout. Quand ils sont redescendus, Vanessa avait les cheveux en bataille et la cravate de Greg de travers. Ils ont pris des ascenseurs séparés pour le parking. Quand Vanessa est revenue à la soirée, j'étais déjà sur mon canapé, faisant semblant d'être inconscient. Elle m'a doucement secoué l'épaule. « Nick, mon chéri, réveille-toi. La fête est finie. » Je l'ai laissé m'aider à aller jusqu'à la voiture, marmonnant que je ne me sentais pas bien. Elle a conduit jusqu'à la maison, bavardant sur la belle soirée que c'était, et combien elle était désolée que je n'ai pas été assez en forme pour en profiter. Pendant tout ce temps, mon téléphone, lourd, restait dans ma poche, rempli de preuves qui ruineraient sa vie. Elle m'a aidé à monter jusqu'au lit, jouant à la femme inquiète à la perfection. J'ai attendu d'entendre l'eau de la douche couler avant de me lever et d'aller fouiller dans son sac à main. Son deuxième téléphone était exactement là où je l'attendais, caché dans la poche intérieure. Le même téléphone dont elle pensait que je ne connaissais pas l'existence. Les SMS remontaient à 6 mois. Des photos, des vidéos, des plans détaillés pour ce soir. Et pas seulement avec Greg. Il y avait 3 autres noms dans sa liste de contacts, chacun avec son propre dossier de preuves. Ma femme n'avait pas qu'une aventure. Elle en avait une ribambelle. Et elle les avait planifiées comme une opération militaire. J'ai tout photographié, puis j'ai remis le téléphone exactement à sa place. Je me suis assis dans mon bureau, fixant la preuve que mon mariage était une blague, et j'ai commencé à planifier ma vengeance. La douche coulait toujours quand son téléphone a vibré. Je savais que c'était Greg sans même regarder. Soirée incroyable. Vivement la prochaine. La prochaine ? Ils étaient déjà en train d'en planifier une autre. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Qu'ils planifient autant qu'ils veulent. Je planifiais aussi. Vanessa s'est faufilée dans la chambre à 5h30 du matin, pensant que j'étais toujours inconscient à cause de ce qu'elle avait glissé dans mon verre. J'étais dans le salon sombre depuis des heures, à lire des mois de ses textos. La preuve était partout. Des textos avec Greg qui remontaient à juillet. Des photos que je n'aurais jamais voulu voir. Mais les messages avec les autres mecs étaient pires. Jake du yoga, David du country club, un type qui s'appelait Marcus, de son club de lecture. Un club de lecture qui ne parlait jamais de livres. Chaque aventure était distincte. Des jours différents, des hôtels différents, des mensonges différents. Elle avait un vrai tableur qui suivait tout, avec des notes et des appréciations. J'étais dessus aussi, sous base de départ. Ma note était un 6 sur 10 généreux, avec une note, fiable mais ennuyeux. Bonne couverture. 12 ans de mariage, réduit à une couverture. Je l'ai entendu se glisser dans le lit, je l'ai entendu commencer à ronfler. Elle aurait besoin de se reposer. Demain allait être une longue journée. À 7h du matin, j'ai fait du café, comme toujours. Vanessa est descendue en robe de chambre en soie, les cheveux parfaits, déjà maquillés. Elle s'était toujours levée tôt, mais maintenant je savais pourquoi elle avait besoin de temps pour inventer ses mensonges. « Comment tu te sens, mon chéri ?» a-t-elle demandé, en m'embrassant la joue. « T'étais complètement à l'ouest hier soir. »« Beaucoup mieux, » ai-je dit, en lui tendant le café. « C'est marrant, j'ai fait un rêve bizarre. »« Ah bon ?» Elle vérifiait son téléphone principal, celui dont j'étais au courant. « Quel genre de rêve ?»« J'ai rêvé que tu étais dans une chambre d'hôtel avec Greg Porter. » J'ai gardé une voix décontractée, comme si je parlais de la météo. La chambre 322, pour être exact. Sa main s'est figée. Du café a débordé de sa tasse. C'est un rêve très étrange, Nick. N'est-ce pas? J'ai sorti son autre téléphone et je l'ai posé sur le comptoir entre nous.
presque comme si c'était vraiment arrivé. La couleur a disparu de son visage, mais elle s'est vite reprise. Vanessa avait toujours un plan B, je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, mais... 6 mois de messages avec Greg. Des photos, des vidéos, un tableur où tu notes tes amants comme s'il s'agissait de restaurants sur Yelp. J'ai ouvert le téléphone et j'ai commencé à lire. Jake du yoga a un 9 sur 10 pour l'enthousiasme, mais perd des points pour l'endurance. David du country club est apparemment bien doté, mais ennuyeux. Et Greg, eh bien, Greg obtient les meilleures notes. Elle s'est jetée sur le téléphone. Je l'ai retiré et sa tasse de café s'est écrasée sur le sol, la céramique volant en éclats. Tu as fouillé dans mes messages privés. Sa voix est devenue plus forte, elle passait à l'attaque. Comment oses-tu violer ma vie privée? Ta vie privée? J'ai ri, un rire mauvais. Tu m'as drogué hier soir pour que tu puisses baiser ton patron et tu t'inquiètes pour ta vie privée? Je ne t'ai pas drogué. T'étais bourré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai mis la lecture de l'enregistrement que j'avais fait à la soirée, sa voix claire comme de l'eau de roche. J'ai déjà glissé quelque chose dans son verre. Dans 20 minutes, il sera KO. Le masque est tombé. La femme inquiète avait disparu, remplacée par quelqu'un que je ne connaissais même pas. Ses yeux sont devenus froids, calculateurs. Et alors, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer? Prendre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je ne crois pas, en fait. L'adultère a une incidence sur le partage des biens dans cet état, surtout quand c'est documenté de cette manière. Je brandis les 2 téléphones. Ta formation d'avocate aurait dû aborder ça. Elle attrapa un verre et me le lança à la tête. Je me suis baissé et il s'est fracassé contre le mur derrière moi. Enfoiré. Elle hurla. Tu te crois tellement malin, assis dans ton petit garage à réparer des bagnoles comme un pauvre prolo. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que toi. Eh bien, maintenant tu vas la voir. J'enjambais les bris de verre et me dirigeais vers la porte. Je vais au boulot. Quand je rentrerai, je veux que tu sois parti. Tu ne peux pas me jeter hors de ma propre maison. Je me retournai et la regardai, debout au milieu du désastre de sa tasse de café et de ses mensonges, sa robe de soie en désordre, son maquillage parfait ruiné par les larmes. Regarde bien. J'ai conduit jusqu'à mon garage avec les 2 téléphones dans ma poche et un plan qui commençait à prendre forme. Vanessa pensait qu'elle était si intelligente, qu'elle avait tout compris. Elle était sur le point de découvrir que 12 ans à sous-estimer son mari pouvait être une erreur fatale. Tommy Brennan était déjà au garage quand je suis arrivé, les coudes enfoncés dans le moteur d'une Mustang de 67. Il était mon meilleur ami depuis le lycée et mon associé depuis 8 ans. Si quelqu'un pouvait comprendre ce que je traversais, c'était Tommy. T'as une sale gueule, dit-il sans lever les yeux. Je me sens encore plus mal. Je me suis versé du café. Vanessa me trompe. Ça a attiré son attention. Tommy se redressa en s'essuyant les mains sur un chiffon. Merde, Nick, je suis désolé. T'es sûr? Je lui ai montré quelques-uns des textos, pas les photos. Je n'étais pas prêt à partager ça avec qui que ce soit, mais assez de textos pour que ce soit clair. Tommy siffla. 6 mois et tu n'as rien vu. Rien. Je pensais qu'on traversait juste une mauvaise passe. J'ai ri, mais c'était un rire amer. Il s'avère que la mauvaise passe, c'était moi qui ignorais que j'étais marié à une sociopathe. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la détruire. Tommy haussa un sourcil. Ça ne te ressemble pas, Nick. L'ancien Nick aurait demandé le divorce et essayé de rester civilisé. J'ai affiché le tableur de Vanessa sur mon téléphone. L'ancien Nick ne savait pas que sa femme lui avait attribué une note de 6 sur 10 et l'avait qualifié de « bonne couverture ». Tommy regarda par-dessus mon épaule et jura. Putain, Nick, c'est vraiment une peau de vache. Elle veut jouer? Très bien. Mais elle va apprendre que je connais cette ville bien mieux qu'elle. Et je sais où tous les cadavres sont enterrés. J'ai passé la matinée à téléphoner. D'abord, mon avocat. Pas un des collègues de Vanessa, mais un type nommé Pete Morrison qui s'occupait de divorce d'ouvriers et qui avait la réputation de jouer dur. Ensuite, ma banque, où j'ai gelé nos comptes joints. Puis la société de sécurité qui surveillait notre maison, où j'ai changé tous les codes d'accès. À l'heure du déjeuner, Vanessa m'avait appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu.
Tommy m'a apporté un sandwich de la charcuterie en bas de la rue. Tu sais qu'elle ne va pas se laisser faire, hein? Elle va riposter. Je compte là-dessus. J'ai mordu dans mon sandwich et j'ai souri. Le truc avec Vanessa, c'est qu'elle a tellement l'habitude d'être la personne la plus intelligente de la pièce qu'elle a oublié que les autres peuvent penser aussi. Elle va en faire trop, et quand ce sera le cas, je serai prêt. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert et j'ai vu un message de Greg Porter. Il faut qu'on parle. Rendez-vous au Murphy's Bar à 18h. Viens seul. J'ai montré le message à Tommy. Il a souri. On dirait que le mec a envie de discuter. Parfait, ai-je dit. J'espérais avoir l'occasion de rencontrer Greg en face à face. Tu veux du renfort? Inutile. Greg Porter est le genre de type qui n'a jamais participé à une vraie bagarre de sa vie. Ça devrait être intéressant. J'ai passé l'après-midi à travailler sur la Mustang, laissant mes mains s'activer pendant que mon esprit planifiait le divertissement de la soirée. Greg voulait parler? Très bien, on parlerait. Mais avant, j'avais encore quelques coups de fil à passer. Le Murphy's Bar était le genre d'endroit où les avocats comme Greg Porter n'avaient pas l'habitude de boire au bois sombre, bière bon marché et une clientèle qui travaillait de ses mains pour gagner sa vie. Je venais ici depuis que j'avais 21 ans, et Frankie Murphy, le propriétaire, était pratiquement de la famille. Greg était déjà là quand je suis arrivé, aussi déplacé qu'un smoking dans un barbecue. Il avait choisi une banquette d'angle, pensant probablement que ça nous donnerait de l'intimité. Ce qu'il ignorait, c'est que cette banquette d'angle avait la meilleure acoustique de l'endroit. Chaque mot porterait jusqu'au bar. Nick. Il se leva à mon approche, me tendant la main comme si nous nous rencontrions pour un déjeuner d'affaires. Merci d'être venu. J'ai ignoré sa poignée de main et me suis glissé dans la banquette en face de lui. Qu'est-ce que tu veux, Greg? Il se rassit, visiblement mal à l'aise. Écoute, je sais que c'est délicat, mais nous devons discuter de la situation comme des adultes. La situation? J'ai fait signe à Frankie pour une bière. C'est comme ça qu'on appelle ça? Vanessa m'a parlé de ta découverte. Je tiens à ce que tu saches que ce qui s'est passé entre nous n'était pas prémédité. C'est arrivé comme ça. J'ai sorti le téléphone de Vanessa et j'ai fait défiler jusqu'à leur premier échange de messages en juillet. 15 juillet. Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Quand est-ce qu'on remet ça? C'était après ta première fois, non? Le visage de Greg a blêmi. Tu ne devrais pas avoir ces messages. 20 juillet. J'ai réservé le Marriott pour jeudi. Heure habituelle. 25 juillet. Nick travaille tard ce soir. Occasion idéale. J'ai levé les yeux sur lui. 6 mois de c'est arrivé comme ça, Greg. Ça fait beaucoup de coïncidences. Frankie a apporté ma bière et s'est attardé plus que nécessaire, essuyant la table déjà propre. Le vieux barman avait l'ouïe fine et une longue mémoire. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Greg, doucement. Je veux que tu comprennes quelque chose. J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Vanessa se prend pour la plus maligne dans ce mariage. Elle croit qu'elle se joue de moi. Mais voilà ce qu'elle ignore. J'ai vécu dans cette ville toute ma vie. Je connais tout le monde, et tout le monde me connaît. Et maintenant, tout le monde va te connaître aussi. Tu me menaces? Je t'explique la situation comme à un adulte. Je lui ai souri. Tu vois, Vanessa vient d'une famille riche. Les relations de son papa lui ont permis d'avoir un poste dans ton cabinet. Moi, je me suis fait ma place ici. Le type qui fait ta vidange? C'est mon client. La femme qui te coupe les cheveux? Son fils travaille pour moi. Le flic qui va te coller pour excès de vitesse? Il boit dans ce bar tous les vendredis soirs. Greg commençait à transpirer. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux que tu restes loin de ma femme. Et si je ne le fais pas? Je me suis penché en avant. Alors tout le monde dans cette ville va savoir que Greg Porter, associé principal chez Hartwell Barnes Associates, aime droguer les verres des autres pour pouvoir baiser leurs femmes dans des hôtels miteux. Je n'ai pas drogué. Tu étais là. Tu étais au courant. Ça fait de toi un complice. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement de la soirée de Noël. La voix de Greg qui acceptait le plan, Vanessa qui mentionnait la drogue. La couleur a complètement quitté son visage.
Tu nous as enregistrés. J'ai tout enregistré. La conversation à la soirée, vous deux qui partez ensemble, qui revenez 1 heure plus tard avec la gueule de ceux qui ont fait exactement ce qu'ils ont fait. J'ai fini ma bière. Comment crois-tu que les associés de ton cabinet réagiraient en voyant ces images? Greg est resté silencieux pendant un long moment, fixant son verre intact. Quand il a finalement levé les yeux, son expression s'était durcie. Tu fais une erreur, Nick. Vanessa et moi, on ne va pas disparaître comme ça parce que tu piques une crise. Elle va demander le divorce et elle va te ruiner. C'est ce qu'elle t'a dit? J'ai ri. Greg, laisse-moi t'expliquer un truc sur le droit du divorce. Dans cet état, si l'un des conjoints trompe surtout avec des preuves comme celle-là où il ne peut pas dépouiller l'autre, il aura de la chance s'il garde ses slips. Je me suis levé, en laissant un billet de 20 sur la table. Et, vous pourrez peut-être mettre vos économies en commun. J'ai entendu dire qu'il y avait de beaux studios en centre-ville qui se louent à la semaine. Greg m'a attrapé le bras alors que je me tournais pour partir. Ce n'est pas fini. J'ai regardé sa main, puis de nouveau son visage. Tu as raison. Ce ne l'est pas, j'ai arraché mon bras et je me suis dirigé vers la porte, sentant tous les regards du bar braqués sur nous. Frankie polissait des verres comme un fou, et les 3 types au bar regardaient le spectacle. Greg m'a suivi à l'extérieur. Tu te crois si malin, hein? Le héros bleu de travail qui s'attaque au grand méchant avocat. Je crois que je suis un type dont la femme a essayé de le droguer pour pouvoir le tromper avec son patron. Et je crois que ce patron va apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise famille. Famille? Greg a ri. Quelle famille? Vanessa m'a tout raconté sur ta famille, Nick. Ton père, un alcoolique, mort dans un accident de voiture. Ta mère qui a fait le ménage jusqu'à ce qu'elle ait une attaque. Tu n'es personne, tu viens de nulle part, et tu y resteras. C'est là que je l'ai frappé. Pas un plan. Un pur instinct. 12 ans de mariage et toute une vie à être sous-estimée ont explosé dans un direct du droit qui a touché Greg en plein dans la mâchoire. Il est tombé lourdement, son costume coûteux frottant l'asphalte. Du sang coulait de sa lèvre fendue alors qu'il me regardait, choqué. Un moins que rien qui vient de nulle part vient de te mettre sur le cul, ai-je dit. Souviens-toi de ça. Je suis allé jusqu'à mon camion, laissant Greg Porter assis sur le parking du Murphy S, son image de gendre idéal aussi ternie que son costume déchiré. Quand je suis rentré à la maison, Vanessa était partie, mais elle avait laissé un cadeau. Tous les meubles du salon étaient saccagés. Coussin du canapé tailladé, table basse renversée. L'écran de ma télé fendu. J'ai fait le tour de la maison, en inspectant les dégâts. Elle avait été consciencieuse, mais pas créative. Vêtements éparpillés dans la chambre, miroir de la salle de bain brisé, placard de la cuisine vidé sur le sol. Mais elle s'était plantée. Dans sa rage, elle avait oublié son 2e téléphone, tombé par terre dans la chambre avec ses bijoux. Je l'ai ramassé et j'ai fait défiler les nouveaux messages. 17 textos de Greg ces 2 dernières heures, d'abord inquiet, puis carrément paniqué. Le dernier, envoyé il y a 10 minutes, m'a fait sourire. Nick c'est tout. Il faut faire gaffe. Il est moins con qu'on le croyait. Si tu savais, Greg. J'étais juste en train d'échauffer. Le lendemain matin, en ouvrant ma boutique, j'ai trouvé une voiture de police garée devant. L'agent Mike Riley était appuyé contre, un thermos à la main, un sourire en coin. J'ai entendu dire qu'il y avait eu de l'animation chez Murphy hier soir, a dit Mike alors que j'ouvrais la porte. La nouvelle va vite, tu sais. Frankie m'a appelé vers minuit. Apparemment, Greg Porter voulait porter plainte pour agression. Mike m'a suivi à l'intérieur. Ce qui est marrant, c'est que Frankie dit aussi qu'il n'a rien vu. Juste un mec qui s'est pris les pieds dans le tapis sur le parking. J'ai mis en route la machine à café et pris 2 tasses. Il doit pas être très adroit, ce Greg. Surtout que les 3 témoins au bar ont tous vu la même chose. Un type en costume, qui regardait pas où il mettait les pieds et qui s'est vautré. J'ai tendu un café à Mike. Bien sûr, ils ont aussi entendu la conversation à l'intérieur. Un truc avec des verres drogués et des chambres d'hôtel. Les gens parlent. C'est bien vrai. Mike a siroté son café. Il parle aussi de ta femme, à ce qu'il paraît. On dirait qu'elle s'est bien occupée pendant que tu bossais. C'est comme ça que ça marche dans les petites villes. L'information circule à travers des réseaux tissés au fil des décennies,
reliant des gens qui veillent les uns sur les autres. Greg Porter était un étranger qui pensait que son argent et sa position le rendaient intouchable. Il se trompait. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre, ai-je demandé. Eh bien, Janet, à la banque, a dit que quelqu'un avait essayé d'accéder à tes comptes joints hier. Elle était furax quand elle a découvert qu'ils avaient été bloqués. Mike a souri. Et Carol, à la compagnie de téléphone, a dit que quelqu'un demandait comment accéder au relevé téléphonique. Quelqu'un qui avait pas l'air de comprendre qu'il faut un mandat pour ça. Vanessa agissait, mais elle appliquait les règles des grandes villes dans un jeu de village. Chacun de ses pas était observé, rapporté et jugé par des gens qui me connaissaient depuis le berceau. Elle est descendue au Marriott du centre-ville, a poursuivi Mike. Le même hôtel où elle et son bellâtre avaient leur rendez-vous. La réceptionniste, c'est Jenny Morrison, la fille de Pete. Tu te souviens de Pete, hein? Ton avocat? Je me souvenais. Pete Morrison avait 3 ans de plus que moi à l'école, mais on avait joué au baseball ensemble. Sa fille Jenny avait travaillé dans ma boutique un été pour mettre de côté pour la fac. Jenny a dit que Madame Callahan avait beaucoup de visites, a dit Mike. On dirait qu'elle essaie de monter une stratégie. Quel genre de visite? Des avocats de son cabinet, un détective privé de la ville et Greg Porter, bien sûr. Mais il avait l'air d'avoir pris un coup quand il s'est pointé hier soir. J'ai souri dans ma tasse de café. Les parkings peuvent être dangereux. C'est le cas. Mike s'est levé, en ajustant sa ceinture. Tu sais, Nick, si t'as besoin de quoi que ce soit, vraiment, tu m'appelles. Ici, on prend soin des nôtres. Après le départ de Mike, j'ai appelé Tommy pour lui donner des nouvelles. Il est arrivé 20 minutes plus tard avec des donuts et des infos. J'ai parlé à mon cousin Danny ce matin, a dit Tommy en s'installant dans le fauteuil de bureau avec un donut au chocolat. Il fait l'entretien à l'immeuble Hartwell. Apparemment, il y a eu pas mal de réunions à huis clos depuis hier. Les associés sont pas contents de quelque chose. Greg leur a probablement parlé de l'enregistrement. Peut-être. Ou quelqu'un d'autre l'a fait. Tommy a souri. Tu connais Marcy Williams, hein? L'assistante juridique qui travaille avec Vanessa? Je connais Marcy. Elle a grandi à 2 rues de chez moi, elle a eu son bac la même année que ma petite sœur. Elle avait toujours été discrète, studieuse, le genre de personne qui remarque tout, mais qui ne dit pas grand-chose. Quoi Marcy? Danny dit qu'elle a demandé un entretien avec les associés seniors hier après-midi. Un entretien privé, juste elle et les 3 associés fondateurs. Ça a duré environ 1 heure. Intéressant. Marcy avait accès à tous les dossiers de Vanessa, tous ses emails, toutes ses affaires. Si quelqu'un savait où étaient enterrés les cadavres chez Hartwell Barnes, les collaborateurs ne comptaient pas, c'était bien Marcy Williams. Tu crois qu'elle est au courant des aventures, a demandé Tommy. Je crois que Marcy est au courant de tout. La question, c'est pourquoi elle parle maintenant. Mon téléphone a sonné avant que Tommy puisse répondre. L'identification de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai quand même décroché. Nick, ici Marcy Williams du cabinet d'avocats. Je me demandais si on pouvait se rencontrer. Il y a des choses que je pense que vous devriez savoir sur votre femme. J'ai retrouvé Marcy dans un petit café du centre-ville, loin du quartier des affaires, où les gens de Vanessa pourraient nous repérer. Elle avait l'air nerveuse, vérifiant constamment ses arrières, les mains tremblant légèrement en touillant son café. J'aurais dû vous appeler il y a des mois, a-t-elle dit, en lâchant ça d'un trait. Je savais ce qui se passait, mais je ne savais pas comment vous le dire. Qu'est-ce que tu savais? Tout. Les liaisons, les mensonges. La façon dont elle te descendait en ton absence. La voix de Marcy était amère. Elle se moquait de ta naïveté, disait qu'il était facile de te berner. Elle t'appelait son idiot utile. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing, mais je n'ai rien laissé paraître. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce qu'hier, elle m'a sacrifié pour se sauver elle. La nervosité de Marcy s'est muée en colère. Les associés l'ont convoquée pour parler de trucs bizarres dans ses dossiers. Des documents manquants, des feuilles de temps modifiées, de l'argent de clients introuvables. Elle a tout mis sur mon dos. C'est toi qui as fait ça? Une partie. Marcy avait l'air honteuse. Elle m'a forcé à le faire. Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle ferait en sorte que je ne travaille plus jamais comme assistante juridique. Elle avait des relations, de l'influence.
J'avais peur. Et maintenant? Maintenant, j'ai encore plus peur d'aller en prison pour quelque chose qu'elle a fait. Marcy a fouillé dans son sac et en a sorti une épaisse enveloppe. Ce sont des copies de tout. Les vraies feuilles de temps, les documents modifiés, les comptes rendus de réunions avec des clients qui n'ont jamais eu lieu. Elle facture des clients pour un travail qu'elle n'a jamais fait et elle empoche la différence. J'ai ouvert l'enveloppe et jeté un coup d'œil aux documents. Même sans connaître grand-chose à la facturation juridique, je voyais le schéma. Vanessa escroquait ses clients depuis plus d'1 an. On parle de combien d'argent? Au moins 50 000, peut-être plus. Marcy s'est penchée en avant. Mais ce n'est pas le pire. Elle utilise des informations confidentielles sur les clients pour faire du délit d'initié. Elle a représenté une entreprise l'année dernière lors d'une fusion, un truc du genre. Elle savait que l'accord allait capoter, alors elle a parié à la baisse sur l'action. Fraude boursière. C'était un crime fédéral. Le genre qui vous vaut de la prison. Pourquoi tu viens me voir avec ça? Pourquoi ne pas aller directement au FBI? Parce que je veux qu'elle sache que c'est moi. Le regard de Marcy était dur. Je veux qu'elle sache que la petite assistante juridique stupide qu'elle trimballe depuis 3 ans est celle qui l'a fait tomber. J'ai regardé le visage de Marcy, y découvrant une force que je n'avais jamais remarquée auparavant. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Je voulais juste que tu saches à quel genre de personne tu étais marié avant de prendre des décisions concernant le divorce. Elle s'est levée, laissant de l'argent sur la table pour son café. Le FBI voudra probablement te parler en tant que son mari. Tu pourrais être considéré comme une personne digne d'intérêt jusqu'à ce qu'il puisse prouver que tu n'étais pas au courant de la fraude. Je ne l'étais pas, je sais. Tous ceux qui te connaissent savent que tu es un homme bien, Nick. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Après le départ de Marcy, je suis resté assis au café pendant 1 heure, essayant d'assimiler tout ça. Vanessa ne me trompait pas seulement. C'était une criminelle. Les liaisons étaient déjà bien assez graves, mais la fraude, le délit d'initié, le vol au client, ça dressait le portrait de quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Mon téléphone a vibré avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. On doit se voir ce soir. Même endroit qu'avant. Ça se termine maintenant. Greg voulait une autre réunion, très bien. Mais cette fois, je n'irai pas seul. J'ai appelé Tommy, puis Mike Riley, puis Pete Morrison. Si Greg Porter voulait jouer les durs, il allait apprendre que j'avais aussi une équipe. Et mon équipe avait l'avantage du terrain. Le Murphy's Bar était plus fréquenté que d'habitude pour un mercredi soir. Tommy jouait au billard avec 2 gars des pompiers. Mike Riley était hors service, mais portait toujours son insigne, buvant une bière et discutant avec Frankie de la saison de football à venir. Pete Morrison était assis à une table dans un coin, lisant un journal et jetant un coup d'œil à sa montre de temps en temps. Pour quiconque entrait, cela ressemblait à une soirée normale dans le bar du quartier. Ce que Greg Porter ne réaliserait que trop tard, c'était que tout le monde dans la pièce était là pour moi. Greg est arrivé à 8 heures pile, l'air à la fois nerveux et furieux. Il avait troqué son habituel costume coûteux contre un jean et un polo, essayant de se fondre dans la masse. Ça n'a pas marché. Tout chez lui criait l'étranger, de ses cheveux parfaitement coiffés à ses chaussures de créateur. Il a regardé autour de lui, jaugeant la foule, puis est venu à ma table. J'ai dit, viens seul, a-t-il dit, se glissant sur la chaise en face de moi. Je suis venu seul. Il se trouve juste que je bois dans un bar populaire. J'ai fait un geste vers la pièce. Ce sont mes voisins, Greg. Des gens que je connais depuis toujours. Ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là parce que c'est mercredi soir, et c'est là qu'ils sont toujours. Greg a regardé autour de lui, nerveux. Il savait qu'il était surveillé. On doit régler ça, Nick. Vanessa et moi, on s'aime. On veut être ensemble. Tu peux rendre ça facile, ou tu peux rendre ça difficile. Mais ça va arriver. Amour. Le mot avait un goût acide. C'est ça que tu appelles aimer? Droguer la boisson de quelqu'un pour pouvoir baiser sa femme. Baisse d'un ton, a sifflé Greg, jetant des coups d'œil autour de lui. Pourquoi? Peur pour ta réputation? Je me suis adossé. Un peu tard pour ça, tu ne crois pas? Greg sortit son téléphone et me montra une vidéo. Les images de surveillance du parking de l'hôtel. Moi qui le suivais, lui et Vanessa, jusqu'à l'ascenseur.
Harcèlement, dit-il. Filmer les gens sans leur consentement. Intimidation. J'ai assez d'éléments ici pour te faire arrêter. Je regardais la vidéo, puis Greg. Tu sais ce qui est marrant avec les caméras de surveillance? Elles enregistrent tout. Y compris le moment où ma femme et son amant entrent ensemble dans un hôtel après avoir drogué son mari. Personne ne va croire ça. Tout le monde va le croire. Je sortis le second téléphone de Vanessa. Surtout quand ils verront les messages, les photos, les plans détaillés. Vous avez tout documenté, vous deux. Chaque mensonge, chaque rendez-vous, chaque fois que vous vous êtes moqué de l'idiot que je suis. L'assurance de Greg vacilla. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes quelque chose. Vanessa ne fait pas que me tromper. Elle vole ses clients. Fraude boursière, détournement de fonds. Le FBI va être très intéressé par ses activités de l'année passée. Le sang se retira du visage de Greg. De quoi tu parles? Je fis glisser une copie d'un des documents de Marcy sur la table. Ta copine facture à ses clients un travail qu'elle n'a jamais fait, en utilisant des informations confidentielles pour spéculer en bourse. C'est passible de prison fédérale, Greg. Et en tant qu'amant et supérieur hiérarchique, tu vas être considéré comme complice. Greg lut le document, les mains tremblantes. Je n'étais au courant de rien. Prouve-le. Comment? Aide-moi à la clouer au pilori. Greg me fixa. Tu veux que je trahisse Vanessa? Je veux que tu te sauves. Parce que quand le FBI va frapper à la porte et il le fera, tu seras soit un témoin, soit un complice. Il n'y a pas de juste milieu. Greg resta silencieux pendant quelques minutes, relisant le document. Autour de nous, les sons du bar, les boules de billard, des conversations à voix basse, un match de baseball à la télé. Mais je sentais les regards braqués sur notre table. Tout le monde attendait. Qu'est-ce que tu aurais besoin que je fasse? Demanda finalement Greg. Porteur un micro. L'affaire avouait la fraude sur une bande. Donner au FBI tout ce dont ils ont besoin pour monter un dossier. Elle ne me fera plus jamais confiance si elle découvre ça. Greg, dans environ 48 heures, Vanessa va être arrêtée par des agents fédéraux. Que tu aies sa confiance ou pas va être le cadet de tes soucis. Le téléphone de Greg vibra. Un texto. Il y jeta un coup d'œil, devint encore plus pâle. Elle veut me voir ce soir. Elle dit qu'elle a un plan pour s'occuper de toi. Quel genre de plan? Elle n'a rien dit. Greg regarda à nouveau autour de lui, observant les visages. Ces gens, ils ne sont pas là par hasard, si? Je te l'ai dit, Greg. Petite ville. On se serre les coudes. Et si je ne t'aide pas? Je ne répondis pas. Je montrai Mike Riley au bar. Tu vois le type en uniforme de policier? Il attend une excuse pour t'arrêter depuis que tu es arrivé en ville et que tu as commencé à foutre le bordel. Le type qui joue au billard, c'est Tommy Brennan. Il a un tempérament explosif et beaucoup d'amis. Le vieil homme qui lit le journal? C'est Pete Morrison, mon avocat. Il documente chacun de tes mouvements et de ceux de Vanessa depuis que ça a commencé. Greg déglutit difficilement. Tu me menaces? Je t'explique ta situation. Tu es arrivé dans ma ville, tu as séduit ma femme, tu as cru que ton argent et ta position te rendaient intouchable. Maintenant, tu découvres que l'argent ne vaut pas grand-chose quand tu es entouré de gens qui se connaissent depuis toujours. Le téléphone de Greg vibra à nouveau. Un autre texto de Vanessa. Elle s'impatiente, dit-il. Alors tu ferais mieux de te décider. Aide-moi, ou coule avec elle. Mais dans tous les cas, ça se termine ce soir. Greg fixa son téléphone, puis me regarda à nouveau. Si je fais ça, si je t'aide, qu'est-ce qui m'arrive? Tu coopères avec le FBI, tu témoignes contre Vanessa, et tu pries pour qu'un juge fédéral croie que tu n'étais qu'un pigeon qui a été dépassé par les événements. Et si je ne le fais pas? Alors tu iras en prison en tant que complice dans une affaire de fraude fédérale. Et avant que ça n'arrive, tu vas passer un moment très désagréable à vivre dans une ville où tout le monde sait ce que tu as fait. Greg regarda autour de lui une dernière fois, voyant les visages des gens qui avaient déjà pris leur décision. Puis il me regarda à nouveau. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Je souris et sortis mon téléphone. Pete? Ouais, il est partant. Organise le rendez-vous avec le FBI pour demain matin.
Greg Porter venait de prendre la décision la plus intelligente de sa vie. Malheureusement pour lui, il était probablement trop tard pour le sauver. Mais ce serait plus que suffisant pour détruire Vanessa. Le bureau local du FBI en centre-ville était exactement comme on pouvait s'y attendre, stérile, intimidant, avec des gens qui avaient l'air de pouvoir déceler les mensonges à l'autre bout de la pièce. L'agent Sarah Chen était jeune, vive, avec une concentration qui vous donnait envie d'avouer des crimes que vous n'aviez même pas commis. « Monsieur Callahan, merci d'être venu, dit-elle, me serrant la main avec une poigne à casser des noix. Étage M. Porter, nous vous remercions de votre coopération. » Greg avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Il s'est pointé avec un micro, comme prévu, mais ses mains tremblaient. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, malgré la clim à fond. Avant d'aller plus loin, a déclaré l'agent Chen, je veux m'assurer que tout le monde est bien au clair sur la situation. Monsieur Porter, vous êtes ici de votre plein gré pour nous aider dans une enquête en cours concernant des fraudes boursières et des détournements de fonds. Votre coopération pourra être prise en compte ultérieurement, mais elle ne vous garantit absolument pas d'être tiré d'affaire. Greg a hoché la tête, l'air misérable. Je comprends, monsieur Callahan. Vous êtes ici en tant que témoin, et peut-être victime. Ces délits financiers pourraient avoir affecté vos biens matrimoniaux, ce qui vous implique. Je comprends, moi aussi. L'agent Chen a ouvert un épais dossier. Commençons par les bases. Madame Vanessa Callahan fait l'objet d'une enquête depuis 3 mois à cause de certaines anomalies signalées par l'ordre des avocats. Hier, un assistant juridique de son cabinet nous a fourni de nouvelles preuves qui ont fait éclater l'affaire. Elle a étalé des documents sur la table relevés bancaires, transactions boursières, factures de clients. Les crimes de Vanessa étaient encore pires que ce que j'imaginais. Au cours des 18 derniers mois, Madame Callahan a systématiquement surfacturé ses clients, empochant 87 000 $. Elle a utilisé des informations confidentielles de clients pour effectuer des transactions boursières d'une valeur de plus de 200 000 $. Et elle a blanchi de l'argent par le biais de sociétés écrans créées à votre nom, monsieur Callahan. Cette dernière phrase m'a frappé de plein fouet. À mon nom 3 SARL, vous désignant toutes comme le principal dirigeant. Avez-vous signé des documents pour Callahan Consulting, Callahan Investment Service ou Callahan Holdings? Non, je n'ai jamais entendu parler de ces sociétés. L'agent Chen a pris note de quelque chose. Nous aurons besoin de spécimens d'écriture et d'empreintes digitales pour en être sûr. Mais il semble que votre femme ait falsifié votre signature sur un tas de documents. C'est du vol d'identité et de la fraude, en plus des infractions boursières. Greg fixait les documents, l'air horrifié. Je n'étais au courant de rien, je vous jure. Je pensais qu'elle était juste. Je veux dire, l'histoire d'adultère, c'était mal, mais je n'aurais jamais imaginé. Qu'est-ce que vous pensiez, monsieur Porter? La voix de l'agent Chen était neutre, mais ses yeux étaient rivés sur le visage de Greg. Je pensais qu'elle était malheureuse dans son mariage. Elle disait que son mari ne la comprenait pas, qu'il ne réalisait pas à quel point elle était intelligente. Elle donnait l'impression d'être piégée. Et cela justifiait qu'elle drogue son mari pour que vous puissiez coucher avec elle? Greg a tressailli. Ce n'était pas. Je ne savais pas qu'elle allait le droguer avant que ce soit fait. À ce moment-là, j'étais déjà allé trop loin, et je ne savais pas comment m'en sortir. Mais vous avez continué à la voir pendant 6 mois après ça? Oui. Et pendant cette période, Madame Callahan a-t-elle déjà parlé de son travail, de ses clients, de quoi que ce soit de financier? Greg est resté silencieux pendant un long moment, essayant clairement de décider ce qu'il allait dire. Elle a mentionné qu'elle faisait des investissements. Elle a dit qu'elle avait des informations privilégiées qui allaient nous rendre riches tous les deux. Tous les deux? Elle a dit qu'une fois son divorce prononcé, nous aurions assez d'argent pour recommencer ailleurs. Peut-être déménager en Californie ou en Europe. L'agent Chen a jeté un coup d'œil à son partenaire, l'agent Rodriguez, qui prenait des notes silencieusement. Monsieur Porter, nous avons besoin que vous ayez une conversation avec Madame Callahan. Ce soir, si possible. Nous avons besoin qu'elle parle de ses investissements sur bande. Et si elle ne veut pas en parler? Alors vous devrez orienter la conversation dans ce sens. Parlez de votre avenir ensemble. Parlez de l'argent qu'elle a mentionné. Faites-lui expliquer comment elle finance votre nouvelle vie. Greg avait l'air malade. Et si elle se rend compte de ce que je fais? Alors vous serez dans la même situation qu'aujourd'hui, sauf qu'il y aura une accusation de complot fédéral en plus de tout le reste.
L'agent Rodriguez a parlé pour la première fois, sa voix glaciale. Nous avons passé les 2 heures suivantes à revoir le plan. Greg devait rencontrer Vanessa dans sa chambre d'hôtel avec le micro et la mener à parler de ses délits financiers. Le FBI écouterait dans une camionnette sur le parking de l'hôtel, prêt à intervenir dès qu'il aurait suffisamment de preuves. Et moi, ai-je demandé alors que nous nous préparions à partir. Vous rentrez chez vous et vous attendez, a dit l'agent Chen. Tout ça sera terminé demain matin. Mais je n'allais pas rentrer chez moi pour attendre. J'étais une victime depuis trop longtemps. Ce soir, j'allais assister à l'effondrement du monde de Vanessa. J'ai suivi la camionnette du FBI jusqu'au parking du Marriott en face, d'où je pouvais voir l'entrée de l'hôtel. À 8 heures précises, Greg est entré dans le hall, le micro caché sous sa chemise, le visage pâle mais déterminé. Mon téléphone était réglé sur une fréquence qui me permettrait d'écouter le flux du FBI, une astuce que Tommy m'avait apprise quand il était consultant en sécurité. J'ai mis des écouteurs et je me suis installé pour écouter l'acte final de ma femme. Greg, Dieu merci, tu es là. La voix de Vanessa est parvenue clairement alors que Greg entrait dans sa chambre. Il faut qu'on parle de Nick. Il commence à poser de sérieux problèmes. Quel genre de problème? Il est au courant pour nous. Il a mon téléphone, mes messages, tout. Un cliquetis de glaçons dans des verres se fit entendre. Vanessa préparait des cocktails. Mais ce n'est pas le pire. Il a parlé à des gens. Cette garce de Marcy du bureau. Des agents du FBI. Ils essaient de monter un dossier contre moi. Quel genre de dossier? Un truc sur la facturation aux clients. Ils pensent que je facture trop d'heures. Mais c'est ridicule. Je travaille plus dur que n'importe qui dans ce cabinet. Greg s'en tenait au script. Mais s'ils trouvent quelque chose? S'ils gèlent tes comptes? Ils ne peuvent pas toucher aux comptes qui comptent. Ceux des îles Caïmans, les sociétés écrans que j'ai créées au nom de Nick. J'ai plus de 300 000 $ planqués là où personne ne peut les trouver. J'entendais presque la camionnette du FBI. J'imaginais l'agent Chen avec son sourire narquois. Vanessa venait d'avouer du blanchiment d'argent et une usurpation d'identité. 300 000 balles. Greg semblait impressionné. Comment t'as fait ça? La fusion de Meridian Industries l'année dernière. Je savais que ça allait capoter 2 semaines avant qu'il ne l'annonce. J'ai joué la chute du titre et j'ai fait un carnage. Vanessa semblait fière, presque arrogante. Et les honoraires de gestion du compte Hartwell? Disons que certains clients payaient pour des prestations qu'ils n'ont jamais eues. Fraude boursière et détournement de fonds. Tout est enregistré. Putain, Vanessa, s'ils t'attrapent. Ils ne m'attraperont pas. Et même si c'est le cas, j'ai une porte de sortie. Faux passeport, argent sur des comptes offshore. Un contact au Brésil qui peut nous aider à disparaître. Risque de fuite. L'agent Chen adorerait ça. Et Nick? Nick, alors? La voix de Vanessa se fit glaciale. C'est un moins que rien, Greg. Un plouc de province qui répare des bagnoles. Il n'a ni les relations, ni le cerveau pour me faire tomber. Le pire qu'il puisse faire, c'est demander le divorce, et j'ai déjà réglé ça. Réglé comment? Je documente son comportement violent depuis des mois. Des photos de bleu, des enregistrements où il me menace. Des témoins qui témoigneront de son tempérament violent. Quand ça ira au tribunal, il aura de la chance s'il ne finit pas en prison lui-même. Mais les bleus, il t'a vraiment frappé? Vanessa éclata de rire. Bien sûr que non. Le maquillage, c'est formidable, Greg. Et avec la retouche audio numérique, c'est facile de truquer des menaces qui n'ont jamais eu lieu. Fausses déclarations, parjures, dépôt de fausses plaintes. Vanessa se creusait encore plus profond à chaque mot. Tu as pensé à tout, demanda Greg, d'une voix neutre. J'étais obligé. Je n'allais pas passer le reste de ma vie mariée à ce loser pathétique, en faisant semblant d'être heureuse dans son petit monde de province. Je mérite mieux. Nous méritons mieux. Et tu es sûr que l'argent est en sécurité? Complètement en sécurité. Les comptes sont au nom de Nick, mais je suis la seule à pouvoir y toucher. Si jamais ça tourne mal, je dirai simplement que c'est lui qui était derrière tout ça. Qui vont-ils croire? Une avocate brillante ou un mécanicien avec des antécédents de violence? C'était le clou du spectacle. Complot, fraude, et maintenant elle prévoyait de me faire porter le chapeau pour ses crimes.
Je t'aime, Vanessa, dit Greg, sa voix se brisant. Je veux juste qu'on soit ensemble. On le sera, mon chéri. Demain soir, on sera dans un avion pour Sao Paulo et ce cauchemar sera terminé. Demain soir. J'ai tout préparé. Il ne manquait plus que la porte de la chambre d'hôtel s'ouvre en fracas. FBI. Personne ne bouge. Dans mes écouteurs, j'entendais le chaos. Des cris, des agents qui hurlaient, Vanessa qui hurlait, Greg qui essayait d'expliquer qui l'aidait. C'était terminé en moins de 30 secondes. Assis dans mon pick-up, j'écoutais ma femme se faire notifier ses droits et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. 12 ans de mariage qui se terminaient avec des menottes et des accusations fédérales. Mais pour la première fois depuis cette soirée de Noël, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mon téléphone vibra avec un texto de l'agent Chen. C'est fait. Elle est en détention. Il faudra que vous veniez demain pour signer votre déposition. Je répondis, merci. Puis je suis rentré chez moi dans ma maison vide, je me suis versé un whisky et j'ai commencé à planifier le reste de ma vie. Une vie sans Vanessa Callahan. Le palais de justice était bondé le matin de la mise en accusation de Vanessa. La nouvelle du coup de filet du FBI s'était répandue dans toute la ville, et on aurait dit que la moitié de la population était venue assister au spectacle. J'étais assis au dernier rang avec Tommy et Pete Morrison, en train de regarder ma femme, avec qui j'avais passé 12 ans, faire face à des accusations fédérales. Elle était différente dans sa combinaison orange. Plus petite, en quelque sorte, moins maîtresse d'elle-même. Ses cheveux toujours impeccables étaient ramenés en une simple queue de cheval, et sans son maquillage coûteux, elle paraissait plus âgée, plus vulnérable. Mais ses yeux avaient toujours ce regard calculateur, toujours à la recherche d'échappatoires. La procureure fédérale, Janet Walsh, ne perdit pas de temps. Votre honneur, l'accusé est inculpé de fraude boursière, de fraude électronique, de blanchiment d'argent, d'usurpation d'identité et de complot. Le gouvernement estime qu'elle présente un risque de fuite élevé, en se basant sur des conversations enregistrées où elle parlait de fuir le pays. Comment le prévenu plaide-t-il, demanda le juge Harrison. L'avocat de Vanessa, un type tiré à 4 épingles venu de la ville, se leva. Non coupable sur tous les chefs d'accusation, votre honneur. La question de la caution, maître. Votre honneur, Madame Callahan est une avocate respectée et profondément enracinée dans cette communauté. Elle ne présente aucun risque de fuite et devrait être libérée sous caution simple. La procureure Walsh se leva instantanément. Votre honneur, nous disposons d'enregistrements où le prévenu parle de faux passeports, de comptes offshore et de projets précis de fuite au Brésil. Elle a accès à plus de 300 000 $ d'actifs cachés et a prouvé qu'elle n'avait aucun respect pour la loi. Le ministère public demande qu'elle soit maintenue en détention sans caution. Le juge Harrison examina les documents. Compte tenu de la gravité des charges retenues et des preuves concernant le risque de fuite, la libération sous caution est refusée. Le prévenu restera en détention fédérale jusqu'à son procès. Vanessa finit par craquer. Elle se tourna et scruta le public, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'elle me repère. La haine dans ses yeux était presque palpable. C'est de ta faute, hurla-t-elle, en me pointant du doigt. Tu as détruit ma vie, espèce de pauvre type de trou perdu. J'espère que tu es content. Le huissier s'avança pour la saisir, mais elle continua à hurler. Je t'ai donné 12 ans. 12 ans de ma vie gâchée pour un moins que rien. Tu ne seras jamais rien d'autre qu'un mécano dans une ville paumée. Le juge Harrison frappa avec son maillet. Sortez le prévenu de mon tribunal. Alors qu'on l'emmenait de force, toujours en hurlant, je n'éprouvais que de la pitié. C'était la femme que j'aimais, la femme avec qui je pensais passer ma vie. Et elle avait tout gâché, était devenue une prisonnière fédérale risquant des décennies de prison, juste parce qu'elle se croyait plus intelligente que les autres. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes attendaient. Je savais qu'ils seraient là, mais voir des cases de reportages de 3 chaînes différentes garées dans la grande rue était quand même surréaliste. Monsieur Callahan, que pensez-vous de l'arrestation de votre femme? Étiez-vous au courant des délits financiers? Quelle est votre réaction face aux allégations d'infidélité? Je m'arrêtai en haut des marches du palais de justice et regardais la foule de journalistes et d'habitants. Pete Morrison m'avait dit de ne rien dire, mais j'avais l'impression de devoir une explication à la ville. Il y a 12 ans, j'ai épousé une femme que je pensais connaître, dis-je, ma voix portant dans l'air matinal. Je l'aimais, j'ai soutenu sa carrière et j'ai essayé d'être le mari qu'elle méritait.
Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle me considérait comme une couverture pour la vie qu'elle voulait vraiment. Les journalistes griffonnaient comme des fous, les caméras tournaient. Je ne suis pas en colère à propos des liaisons, continuai-je. Je suis blessé, déçu, mais pas en colère. Ce qui me met en colère, c'est qu'elle ait utilisé mon nom, mon identité, pour commettre des crimes qui auraient pu détruire des innocents. Elle a volé des clients qui lui faisaient confiance, a truqué le système pour son propre profit, et quand elle s'est fait prendre, elle a essayé de me faire porter le chapeau. Que comptez-vous faire maintenant, hurla un journaliste. Je vais reconstruire ma vie. Je vais continuer à gérer mon entreprise, à servir ma communauté et à essayer d'être l'homme que mes parents m'ont appris à être. Et je vais faire confiance au système judiciaire pour la tenir responsable de ce qu'elle a fait. Je descendis les marches, ignorant les questions, et montai dans mon pick-up. Tommy et Pete suivirent dans la voiture de Tommy, et nous retournâmes ensemble à l'atelier. C'était bien joué, dit Pete quand nous sommes revenus au bureau. Digne, mais clair sur votre position. Vous pensez que ça aidera pour le divorce? Aider? Nick, après aujourd'hui, le divorce sera le moindre de tes soucis. Avec Vanessa qui risque la prison fédérale, tu auras tout. La maison, les biens, tout ce qui t'appartient. Et l'argent qu'elle a volé? C'est une pièce à conviction dans une affaire fédérale maintenant. Mais une fois que les affaires criminelles seront réglées, tu auras de solides arguments pour obtenir des dommages et intérêts. Entre l'usurpation d'identité et l'argent qu'elle a caché, tu pourrais finir par être plus riche qu'avant. Après tout ce qui s'était passé, cela me semblait la chose la moins importante. Il y a autre chose, dit Pete. Greg Porter a été arrêté ce matin. Je levai les yeux, surpris. Je croyais qu'il coopérait. C'était le cas, mais le FBI a trouvé des preuves qu'il en savait plus sur les crimes qu'il ne l'a dit. Il est accusé de complicité. Quel genre de preuves? Des relevés bancaires montrant des virements des sociétés écrans vers des comptes à son nom. On dirait que Vanessa partageait plus que son lit avec lui. Tommy siffla. Alors, il va morfler, lui aussi? On dirait bien. Coopérer pourrait lui valoir une peine plus légère, mais il risque quand même la prison fédérale. J'aurais dû me sentir bien, mais j'étais juste fatigué. Toute cette histoire était un tel gâchis. 2 carrières ruinées, des vies saccagées. Tout ça parce que Vanessa n'arrivait pas à être heureuse avec ce qu'elle avait. Mon téléphone sonna. Le numéro était inconnu. Monsieur Callahan, ici Marcy Williams. Je voulais vous appeler pour vous remercier. Me remercier de quoi? De m'avoir donné le courage de faire ce qui est juste. Je traîne cette culpabilité depuis si longtemps, sachant ce qu'elle faisait, mais trop effrayé pour l'ouvrir. Quand je t'ai vu prêt à te battre, j'ai compris que moi aussi, je le pouvais. Tu as fait ce qu'il fallait, Marcy. Ses clients méritaient de savoir. Il y a autre chose. Les associés du cabinet m'ont demandé de t'appeler. Ils veulent discuter d'un règlement à l'amiable pour l'usurpation d'identité et l'utilisation de ton nom dans les sociétés écrans. Ils espèrent régler ça discrètement, sans davantage de poursuites. Quel genre de règlement? Je ne devrais probablement pas trop en dire au téléphone, mais disons qu'ils sont très motivés à faire disparaître cette affaire. La réputation du cabinet en a pris un coup, et ils veulent montrer qu'ils réparent les torts causés aux victimes. Après que Marcy ait raccroché, je suis resté assis sur ma chaise, à regarder par la fenêtre la rue où j'ai grandi. Il y a 3 mois, je pensais que mon plus gros problème était une femme qui me semblait distante. Aujourd'hui, cette femme était en prison fédérale, son amant était inculpé, et j'étais sur le point de toucher un gros règlement d'un cabinet d'avocats UP. La vie, comme disait mon père, est pleine de surprises. Tommy a passé la tête. Patron? Madame Patterson est là pour sa Buick. Elle dit que la transmission déconne encore. Dis-lui que j'arrive. Je me suis levé, j'ai remis ma chemise en place et je suis sorti vers le garage où Madame Patterson attendait avec sa vieille Buick. C'était ça, ma vie. Réparer des voitures, résoudre des problèmes, aider mes voisins à garder leur bagnole en état de marche. Ce n'était pas le grand luxe, mais c'était honnête. Et c'était ma vie. Vanessa m'avait traité de loser de province, de mécano crasseux dans une ville paumée. Peut-être qu'elle avait raison. Mais ce loser de province venait de faire tomber une criminelle fédérale et était sur le point de reconstruire sa vie selon ses propres règles. Je pouvais vivre avec ça. Le chèque de règlement du cabinet Hartwell Barnes Associates était d'un montant que je n'avais jamais vu d'un coup.
250 000 $, plus les frais d'avocat. Le cabinet était prêt à tout pour éviter d'autres procès et une mauvaise publicité, surtout après que 3 autres clients se soient manifestés pour des histoires de surfacturation. J'ai utilisé une partie de l'argent pour agrandir le garage, en ajoutant 2 nouveaux ponts et en embauchant un autre mécano. Le reste est allé dans un fonds fiduciaire pour les enfants de ma sœur et un don important à la banque alimentaire locale. L'argent volé à des gens honnêtes devrait servir à aider les gens honnêtes, c'est ce que je me suis dit. Le procès de Vanessa était prévu pour septembre, mais son avocat poussait pour un accord de plaidé coupable. Pete Morrison a dit qu'elle risquait 15 à 20 ans si elle était reconnue coupable de tout, mais peut-être 8 à 10 ans si elle coopérait et donnait des infos sur d'autres crimes financiers au sein du cabinet. Greg Porter avait déjà plaidé coupable de complot et avait écopé de 3 ans de prison fédérale. Sa carrière juridique était finie, s'est bien saisi pour rembourser ce qu'il avait volé, et sa réputation réduite en cendres. Le Golden Boy s'était planté en beauté. J'étais sous le capot d'une Camaro de 69 quand Tommy m'a appelé au téléphone du bureau. Nick, c'est l'agent Chen du FBI. Je voulais vous donner des nouvelles de l'affaire de votre femme. Quel genre de nouvelles? Elle a accepté un accord de plaidé coupable. Coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une peine de 12 ans. Elle devra aussi rembourser tout ce qu'elle a volé, y compris vous. 12 ans? La même durée que notre mariage. Il y avait probablement une forme de justice poétique là-dedans, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. Quand est-ce que ce sera définitif? La semaine prochaine. Il y aura une audience de détermination de la peine, mais c'est juste une formalité. Vous pouvez venir si vous voulez faire une déclaration. J'y ai réfléchi. Non, merci. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après que l'agent Chen ait raccroché, je suis retourné au garage et je me suis remis au travail sur la Camaro. Le moteur était une merveille. Complexe, mais logique, avec chaque pièce qui faisait son boulot. Si quelque chose n'allait pas, on pouvait trouver le problème et le réparer. Pas comme les mariages, apparemment. Patron? Danny Martinez, mon petit nouveau, se tenait près de la porte du garage. Il y a une dame qui veut vous voir. Elle dit que c'est personnel. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je suis allé au bureau. Une femme d'une trentaine d'années attendait près du comptoir. Cheveux blonds, vêtements professionnels, sourire crispé. Elle me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à me souvenir. Monsieur Callahan, je suis Jennifer Walsh. J'étais la procureure en charge du dossier de votre femme. Madame Walsh, que puis-je faire pour vous? Je voulais vous remercier en personne. Votre aide a été essentielle pour monter notre dossier, et votre témoignage nous a aidés à comprendre l'ampleur des crimes. J'ai juste fait mon devoir de citoyen. Elle a souri. C'était plus que ça. Vous auriez pu vous en aller, demander le divorce, et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Au lieu de ça, vous vous êtes assuré que justice soit faite. Elle a blessé beaucoup de gens. Ils méritaient la justice. C'est vrai. Et ils l'ont eu. Grâce à vous. Elle a fait une pause, comme si elle prenait son courage à 2 mains. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous dire ça, mais j'ai suivi votre histoire dans les journaux locaux. La façon dont tu as géré tout ça, c'est impressionnant. Peu de gens auraient pu traverser ce que tu as traversé et en ressortir plus fort. J'ai eu beaucoup d'aide de bons amis. N'empêche. Elle a balayé l'atelier du regard, englobant le chaos organisé d'outils et de pièces automobiles. Je sais que c'est probablement déplacé, et tu peux refuser, mais je me demandais si tu aimerais dîner avec moi un de ces soirs. Rien de romantique. Juste, je ne sais pas. Tu as l'air d'être quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. J'ai étudié son visage, à la recherche d'intentions cachées, mais je n'ai vu qu'un intérêt sincère et un peu de nervosité. Ça me plairait, ai-je dit. Mais je dois te prévenir, je ne serai probablement pas une compagnie formidable pendant un certain temps. Je suis encore en train de comprendre qui je suis sans être marié à un criminel fédéral. Elle a ri. Je pense pouvoir gérer ça. Je passe la plupart de mon temps à poursuivre des criminels fédéraux, alors tu serais une amélioration. Nous avons échangé nos numéros et elle est partie, en disant qu'elle appellerait plus tard dans la semaine. Je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture, une Honda Civic raisonnable qui semblait bien entretenue, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas de l'amour, pas encore. Peut-être jamais. Mais l'espoir qu'un jour je puisse à nouveau faire confiance à quelqu'un.
Tommy est apparue à mon épaule. Elle a l'air sympa. C'est la procureure qui a envoyé ma femme en prison. Comme je disais, elle a l'air sympa. J'ai ri, moi-même surpris. Il y avait longtemps que quelque chose ne m'avait pas paru vraiment drôle. Retourne au boulot, ai-je dit à Tommy. Cette transmission ne va pas se refaire toute seule. Oui, chef. En retournant vers la Camaro, mon téléphone a vibré avec un SMS de Pete Morrison. Divorce prononcé. Tu es officiellement un homme libre. Félicitations. Un homme libre après 12 ans de mariage et 6 mois d'enfer judiciaire. J'étais enfin libre de recommencer. J'ai regardé autour de moi, mon atelier, les voitures qui attendaient d'être réparées, Danny et Tommy au travail, la communauté. Je n'étais jamais parti et je n'en avais jamais eu envie. C'était mon monde. C'était mes gens. Et c'était ma vie. Vanessa avait eu raison sur un point. J'étais un mécanicien de petite ville qui ne quitterait probablement jamais cet endroit. Mais elle s'était trompée sur tout le reste. Je n'étais ni un loser ni un moins que rien. J'étais un homme qui avait fait face à la trahison, à la fraude et aux crimes fédéraux, et j'en étais ressorti avec mon intégrité. J'étais un homme qui avait été sous-estimé par quelqu'un qui pensait être plus malin que tout le monde. Et j'avais prouvé que l'intelligence sans caractère n'était que de l'astuce au service de l'égoïsme. J'étais un homme qui avait appris la différence entre la femme qu'il avait épousée et la femme qu'elle était réellement. Et maintenant, j'étais un homme libre de découvrir ce qui allait suivre. J'ai ramassé ma clé à molette et je me suis remis au travail sur la Camaro. Le moteur était presque prêt à redémarrer, et il n'y a rien de tel que le son d'un V8 bien réglé qui revient à la vie. Certaines choses, quand elles sont cassées, peuvent être réparées mieux qu'à neuf. Je comptais sur le fait que ce soit vrai pour plus que de simples voitures. Épilogue. 2 ans plus tard, le mariage était modeste. Seulement la famille et les amis proches dans le jardin de la maison que j'ai acheté après avoir vendu l'endroit que Vanessa et moi partagions. Jennifer était magnifique dans sa simple robe blanche, et je me sentais comme le gars le plus chanceux du monde dans mon smoking de location. Pete Morrison a célébré la cérémonie. Tommy était mon témoin, et Marcy Williams, qui était devenue une bonne amie ces 2 dernières années, était la demoiselle d'honneur de Jennifer. Le tout a duré peut-être 20 minutes, puis un barbecue qui s'est prolongé jusqu'à minuit. Vanessa était en prison fédérale depuis 18 mois maintenant. La dernière lettre de son avocat disait qu'elle était une détenue modèle, donnant des cours de préparation au jet des travaillant à la bibliothèque de la prison. Elle serait admissible à la libération conditionnelle dans 8 ans, si elle se conduit bien. Je ne lui souhaitais aucun mal. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elle avait gâché une belle vie parce qu'elle pensait mériter quelque chose de mieux. Et maintenant, elle passait les meilleures années de sa vie enfermée. Greg Porter est sorti après avoir purgé 2 ans de sa peine de 3 ans. Il avait déménagé hors de l'État, changé de nom, et travaillait soi-disant comme assistant juridique pour un petit cabinet qui s'occupait d'affaires de dommages corporels. Il avait perdu sa licence d'avocat pour de bon, et il ne pratiquerait plus jamais. L'atelier marchait à merveille. Nous nous étions agrandis à nouveau, ajoutant une activité de restauration de voitures classiques qui était réservée à guichet fermé pour l'année suivante. Danny était un A avec les vieux moteurs, et nous avions embauché 2 mécaniciens supplémentaires pour s'occuper des travaux de réparation courants. Jennifer a quitté le bureau du procureur 6 mois après que nous ayons commencé à sortir ensemble, et a ouvert son propre cabinet, spécialisé dans la défense en matière de criminalité en col blanc. Ironique, non? Elle avait passé des années à envoyer des criminels en prison, et maintenant elle les aidait à ne pas y aller. Mais elle était douée pour ça, et elle aimait ça plus que d'être procureure. « À quoi tu penses ?» a-t-elle dit, apparaissant à côté de moi alors que je me tenais sur notre véranda arrière en regardant les derniers invités de notre mariage partir. Je pensais juste à la façon dont les choses sont différentes maintenant par rapport à il y a 2 ans. Mieux différent ou pire différent? Je l'ai enlacée et l'ai attirée contre moi. Définitivement mieux. Il y a 2 ans. Je pensais que ma vie était finie. En fait, elle ne faisait que commencer. Des regrets. J'ai réfléchi. Je regrette d'avoir mis autant de temps à voir Vanessa pour ce qu'elle était. Je regrette que d'autres personnes aient été blessées à cause de ce qu'elle a fait. Mais est-ce que je regrette que ce soit fini? Est-ce que je regrette que ça m'ait mené à toi? Pas une seconde. Jennifer a souri et m'a embrassé la joue. Bonne réponse, Marie. Marie.
C'était bizarre d'être mariés à nouveau, mais aussi parfaitement logique. Jennifer et moi avions pris notre temps, construit une confiance, appris les habitudes de l'autre. Nous avions tous les deux été blessés par des gens en qui nous avions confiance, et nous avions tous les deux appris l'importance de l'honnêteté. Et maintenant, on fait quoi, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qu'on fait du reste de nos vies? On les vit, ai-je répondu. Jour après jour, année après année, ensemble. On travaille dur, on prend soin l'un de l'autre, et on se souvient que la meilleure des revanches contre ceux qui ont essayé de nous détruire, c'est de bien vivre. En parlant de bien vivre, a dit Jennifer, avec un sourire en coin, j'ai une nouvelle. Quel genre de nouvelle? Le genre de nouvelle qui va tout changer à nouveau. Mais en bien, cette fois. Elle a pris ma main et l'a posée sur son ventre. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. Sérieux? Sérieux. Tu vas être père, Nick Callahan. Je l'ai regardé fixement pendant une bonne minute, puis je l'ai soulevé et les fait tournoyer, tous les deux en train de rire comme des fous. Un bébé, une famille, un avenir que je n'aurais jamais cru avoir. Quand je l'ai reposée, elle pleurait. Des larmes de joie. Tu es prêt à ça, a-t-elle demandé. Prêt à recommencer complètement? J'ai jeté un coup d'œil à notre maison, à nos amis qui rangeaient après le mariage, à notre vie ensemble qui ne faisait que commencer. Il y a 2 ans, j'étais un type dont la femme l'avait drogué pour pouvoir le tromper avec son patron. Ce soir, j'étais à nouveau un mari, sur le point d'être père, entouré de gens qui m'aimaient et me respectaient. Je suis prêt, ai-je dit. Vas-y, envoie la sauce. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. La vie m'avait appris que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, que la confiance est fragile et précieuse, et que parfois, la pire chose qui puisse vous arriver se révèle être la meilleure chose déguisée. Vanessa avait voulu me détruire, mais au lieu de ça, elle m'avait libéré. Et j'étais reconnaissant de cette liberté chaque jour. Help. Thank you. Fuck. Oh. Is all these glowy rocks? Yeah, I think this is what we're looting. Professional gamers, right? Nice. Yep. Oh my god. If we go back and this man's getting eaten alive by zombies, that'd be funny. That'll just be. He's fallen up. Oh my god, I almost fell off the building. I forget sometimes that there's a cooldown on my grapple, like, if I use it too much, and then, yeah. I like that he looks nothing like the front poster. Your herbs. Place the stalks in the brazier, and we will begin. Okay. Now what happens? Speak no more. They do a lot of The witchy stuff rising in this sun game. will lead you to the fountain of crying blood, near the place where people are speaking tongues. You must follow the red trail to be enlightened. Under the deceitful number 9, the shadow of a self-proclaimed king will be waiting for you. The king with whom you shall have to fight. You'll find out who he is and what his weaknesses are. When the time comes, you will take his crown or die. Ooh. Alright, fair enough. Wait. What do you reckon? Do we live or die? But we all just gonna live, go. There's an electric ball out. I'm about to eat. Oh, that's really cool. That's mad.
They have so many Easter eggs. Really cool. Don't. You okay? That zombie blew up on me.